Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 21 de la saison 2 sur le thème de la virginité. Je mets de gros guillemets à ce mot, vous saurez par la suite pourquoi. Moi, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Anna. Bonjour Anna. Bonjour Marie. Je précise que c'est un nom d'emprunt pour préserver ton anonymat. Alors Anna, comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas ? Pour faire comme toi, alors je suis une femme blanche, cisgenre, bourgeoise, bisexuelle et je suis athée, même si de base j'ai un background chrétien. Ok, est-ce que tu veux dire ton âge, ce que tu fais dans la vie et où tu habites ou pas ? Ouais, je vis à Berlin, j'ai 24 ans et je fais des études pour être travailleuse sociale. Ok. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Mais aujourd'hui, ça sera aussi en Allemagne du coup. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Donc on va discuter de célibat et de virginité. Ça veut dire quoi aujourd'hui être vierge ? Quel rapport avec le célibat ? Comment on vit les deux en France ou ailleurs, en Allemagne ou ailleurs. Pourquoi le tabou et la stigmatisation règnent encore ? On va se poser toutes ces questions et d'autres avec toi, Anna, qui a choisi ce thème. Mais d'abord, je vais te poser les questions traditionnelles de Sologamie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Moi, ça veut dire ne pas être en couple. Et après, dans mon cas particulier, c'est que je suis célibataire plus abstinente. Alors du coup, pour moi, le célibat total, c'est le fait d'être abstinente sexuellement. Même si on peut aussi être en couple, être abstinent et être célibataire et ne pas l'être. Ouais, dans mon cas, il y a l'abstinence sexuelle en plus. Ok, donc depuis quand es-tu célibataire ? Est-ce que tu as toujours été célibataire ? Ouais, j'ai toujours été célibataire, j'ai jamais eu de relation de couple, mais genre même à l'école primaire, jamais rien quoi. À l'école primaire c'est bien connu, tout le monde est en couple à l'école primaire. Non mais jamais d'amoureux, tu vois. Ok. D'accord. Est-ce que tu relis bonheur et couple ? Ouais, forcément, je le relis. Mais après, j'ai fait un vrai travail sur moi pour réussir à être heureuse toute seule parce que c'était vraiment pas évident au départ. Je pense qu'avec les années, ce qui est vraiment difficile, c'est pas tant le fait de pas être en couple, en fait, c'est plus le fait d'être genre seule. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai genre plein d'amis, je vais en colocation, tout ça, ce qui en plus dans ma ville est hyper fréquent. Donc du coup, en fait, en plus je suis dans une ville qui est quand même assez accueillante pour les célibataires. C'est un petit peu avoir 50 ans et être en colocation, ça pose aucun souci. Mais je pense que ce qui est le plus difficile à gérer, c'est genre le manque de tendresse, parce que je pense que c'est un peu le seul truc que tu peux pas te donner à toi-même en fait. Enfin, c'est ça qui est un peu compliqué quoi. Après, sinon par ailleurs, je suis quand même assez heureuse toute seule. Après, je sais bien que le couple, c'est pas... Enfin, je pense que ça dépend dans quel couple tu te trouves, en fait. Ça dépend toujours de la personne que tu trouves, si t'es heureuse ou pas, quoi. Mais tu as quand même dit que tu relis bonheur et couple. Ouais, de base, je le relis, ouais. Enfin, parce que je pense que ça correspond à ma définition du bonheur. C'est-à-dire que je pense que je serais plus heureuse si j'étais en couple, si j'étais avec quelqu'un qu'en restant seule. Après, il y a aussi des gens qui sont dans des couples qui marchent pas, et donc dans ce cas-là, je les envie pas, quoi. Mais ouais, mais pour moi, j'aimerais bien. Et du coup, t'évalues comment ta santé mentale aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression que ça va globalement bien. Après, j'ai des phases, en fait, j'ai des phases où ça va très très bien et où j'ai l'impression de genre trop bien gérer ma vie. Et j'ai d'autres moments où je suis genre en down total et des journées où je vais complètement déprimée et genre pleurer dans mon lit en mode... Enfin, je pleure pas souvent, mais il y a des journées où je me sens très triste et où je pense que le fait d'être seule pèse encore plus. Mais ouais, ça va dépendre des jours. En fait, c'est pas toujours. Je vais à une humeur qui est forcément très égale tout le temps par rapport à ça. Mais je pense que ce que j'ai réussi à faire grâce à un travail thérapeutique aussi et que j'arrivais pas forcément à faire il y a quelques années, c'est à quand même plus trouver mon propre bonheur par moi-même. C'est-à-dire que genre maintenant, si je passe genre une bonne journée ou si je vois mes potes ou si je sais pas si je vais à un concert par exemple, après ça je vais genre vraiment me sentir genre super heureuse. Et du coup, je pense que j'en suis quand même à un stade où j'arrive à être heureuse toute seule et où j'attends plus forcément quelqu'un, quoi. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ou pas ? Tu viens de dire qu'à Berlin, on pouvait vivre en coloc. Est-ce que toi, ça change quelque chose d'être célibataire par
par rapport à l'argent? Non, ça change rien. Mais après, j'ai... déjà, je suis encore étudiante. Si j'étais en couple, en fait, de toute façon, je serais toujours dans ma coloc. Je compte pas vivre à deux. Et du coup, non. En plus, j'ai aussi mes parents qui m'aident financièrement. Du coup, non, je pense que si j'étais en couple financièrement, c'est... à part si je vivais en couple, oui, peut-être se partager la bouffe, mais après, bon... Oh non, ça change pas grand-chose. Alors, tu viens d'en parler un peu. Comment tu vis ta sexualité en célibataire, sachant que ça peut aussi être la masturbation? Je m'assume beaucoup, du coup. Attends, là, j'ai besoin de temps pour réfléchir, du coup. T'es pas obligé de répondre à la question ou t'as déjà répondu, hein, c'est bon. Ouais, ok. Ou on peut en reparler après, de toute façon, c'est le thème de l'épisode. Est-ce que t'es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat? Alors oui, mais en fait j'ai de la chance parce que je subis pas beaucoup. En fait, la chance, je suis bien entourée, j'ai des amis qui sont cool et tout. Du coup, les personnes dont je suis proche sont au courant de ma virginité et de mon célibat, et donc c'est un truc qu'elles acceptent et ne mettent pas la pression. Après, j'ai aussi, comme je suis bi, j'ai aussi pas mal de potes qui sont lesbiennes ou bi et qui sont donc aussi célibataires. Et du coup, bon, même si elles sont pas vierges comme moi, ça fait que voilà, je suis pas complètement toute seule. Genre, je suis pas non plus entourée de couples hétéros qui ont des enfants et genre, je suis pas genre la seule personne célibataire qu'on ramène aux soirées, c'est pas ça quoi. Donc du coup, j'ai quand même plutôt des amis qui ont globalement le même mode de vie que moi. Du coup, je me sens pas... en fait, mes amis ne me jugent pas. Donc du coup, ça va par rapport à ça. Après, les moments où je me sens un peu bizarre, c'est qu'en fait j'ai l'impression que on part du principe qu'après 20 ans tout le monde a été en couple et tout le monde a déjà baisé, et du coup parfois je me retrouve dans des conversations où les gens sont là, ah ben allez-y, on va parler de nos ex et qu'est-ce que vous avez raconté, et moi je suis bien la seule qui dit rien, et du coup c'est vraiment dans ces moments là où je me sens genre trop chelou en mode ah putain merde, genre zéro anecdote en fait, et ouais, du coup c'est ça, et je pense que c'est un peu une... j'ai l'impression que dans la ville où je suis, la norme de genre l'hétérosexualité est plutôt très bien déconstruite, c'est-à-dire que les gens supposent facilement que tu n'es pas hétéro, et c'est genre ok. Par contre, par rapport à la virginité, plus qu'au célibat, c'est un truc auquel les gens ne pensent pas en fait. C'est-à-dire que, moi du coup, même si je suis au final la seule à mettre la pression par rapport à ça, je pense qu'il y a quand même... quand je dis que je suis vierge, en fait, les gens sont très surpris quoi. Et ils sont bien plus surpris que si je dis que je sais pas, que je suis bi. Et du coup, c'est là où je me dis, bon, quand même, il y a encore un peu de travail à faire sur les mentalités. Moi, la statistique qui m'a pas mal décomplexée, c'est d'apprendre qu'il y avait une meuf de 24 ans sur 6 qui était vierge. Et comme j'ai justement 24 ans, ça m'a un peu tranquillisée de savoir ça. Parce qu'en fait, finalement, c'est vachement plus courant que ce qu'on pense, en fait. Ah ouais, je connaissais pas du tout cette statistique en effet, mais je connais des personnes vierges autour de moi qui ont plus de 20 ans, donc effectivement, je sais que ça existe. Ouais, c'est le compte T'es Vierge qui l'a publié. Ah ok, je vais noter, je connais pas le compte T'es Vierge, c'est un compte Instagram? T'es Vierge. Bon, on va passer à l'épisode, au thème du jour, si ça te va. Justement, la virginité. Donc déjà, pourquoi tu as choisi ce thème? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, que du coup, c'est bien d'en parler. Et je pense que c'est un thème qui est aussi un peu tabou. J'ai pas mal cherché de témoignages là-dessus sur internet, et en fait je les ai tous épuisés en très peu de temps. Ah ouais? Ouais. Et du coup je me suis dit ok, il y a quand même un vrai manque d'informations à ce sujet, et c'est pas forcément évident pour moi d'en parler parce que je pense que je me shame encore un peu. Par exemple, il y a des personnes qui sont pas du tout au courant de ce sujet-là. En fait, j'ai vraiment un truc... En fait, j'ai vraiment l'impression que dire que t'es vierge à 24 ans, c'est genre un espèce de coming out énorme, en fait. Et du coup, genre, tu vois, mes colocs, elles le savent pas, par exemple. Je l'ai pas dit. Alors, peut-être qu'elles l'ont deviné en me posant des questions. Mais c'est vraiment pas un truc que... tu vois, dans la conversation dans laquelle je parlais, dans laquelle les gens demandent, bah alors, vos ex et tout ça, j'ai pas balancé comme ça. Moi, je suis vierge, quoi. C'est genre pas un truc que tu poses comme ça sur la table en mode coucou. Et moi je pense que je ressens quand même toujours un peu une espèce de gêne à ce sujet-là, de me dire en fait je manque quand même à quelque chose de ma vie, un peu. Après pour continuer sur le sujet, c'est genre un truc que il y a genre un livre que j'ai lu qui m'a aidé à réfléchir à cet aspect-là.
C'est genre le livre Les corps abstinents d'Emmanuel Richard. Où en fait elle parle donc du fait d'être abstinente et elle interviewe 2 personnes dedans qui sont vierges aussi. Et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle définit vraiment l'abstinence comme quelque chose de bien plus radical que le fait de faire l'amour, qui est quand même quelque chose dont on parle tout le temps et on présuppose aussi que tout le monde a une vie sexuelle. Et du coup je me suis vachement reconnue dans pas mal de témoignages et notamment dans la tristesse qu'elle associe au manque en fait sexuel. Surtout que moi en plus j'ai déjà eu une espèce de première fois un peu nulle avec une meuf, mais c'était pas faire l'amour, c'était genre on va dire des prélis. Et du coup après ça j'ai subi un espèce de... Après ça j'étais genre un peu euphorique et en fait après coup c'est genre en down, en mode ah ouais merde en fait genre maintenant que je connais un peu ce que c'est, ça va encore plus me manquer en fait. C'est genre un peu ça. Et du coup, moi, la raison aussi de ma virginité, c'est aussi qu'en fait, je suis pas capable d'avoir des coups d'un soir. Parce que justement, avec cette fille-là, j'ai compris que ça marchait pas, en fait. Parce que je la connaissais pas bien. Et en fait, jusqu'à présent, du coup, pour revenir sur Emmanuel Richard, ce qu'elle disait qui était intéressant, c'est que elle pensait que l'abstinence sexuelle était un choix, en fait. Et en fait, le fait qu'elle dise ça, ça m'a aidé à arrêter de penser que je subissais le fait d'être vierge. Parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit que c'est un truc que je subissais. Je me dis, j'intéresse personne, machin. En fait, moi, je me dis, bon, en fait, elle a raison de dire que quelque part, c'est un choix. Si finalement, je peux pas avoir de coup d'un soir et que juste mon corps a ce blocage-là, c'est-à-dire que du coup, il faut forcément que j'attende d'être dans une relation amoureuse. Et donc ça, c'est aussi plus compliqué à trouver, parce qu'il faut que l'attirance soit réciproque, que la personne cherche la même chose que toi. Et du coup, maintenant, je le vois plus comme ça, et ça m'a pas mal aidé à changer ma perspective, et je le vis mieux aussi, quoi. Trop intéressant, mais du coup, ma seconde question, c'était justement à propos de ce que tu viens de dire. Comment tu définis la virginité? Parce que tu dis que tu as fait des préliminaires avec une personne, mais moi, je définis les préliminaires comme faire du sexe. Donc, pour toi, c'est quoi être vierge, en fait? Mais je pense que chaque personne a un peu sa propre définition, mais pour moi, c'est genre vraiment la première fois que je ferais vraiment l'amour, quoi. Genre le fait de faire l'amour. C'est genre pas juste baiser, c'est nul. C'est genre... vraiment le fait de... genre faire l'amour et que c'est bien et que ça dure, quoi. Je sais pas, c'est genre... Mais c'est quoi faire l'amour, du coup? C'est faire de la pénétration? C'est ce genre de choses? Ouais, franchement, je sais que c'est un peu hétérocentré comme définition, mais franchement, ouais, je pense. Mais enfin, non, mais je sais pas, c'est genre. Franchement, du coup, je sais pas. En fait, j'arrive pas à répondre à cette question, mais je peux pas me dire que la première fois que j'ai eu, comme c'était un peu pourri, encore plus, je pense, pour la fille en question que pour moi. Parce que bon, après, quand tu commences, ça peut 4 minutes après, mais elle, je pense qu'elle a vraiment perdu 1 heure de son temps, quoi. En fait, je peux pas me dire que la première fois que j'ai eu, c'était genre faire l'amour. En fait, c'est pour ça que du coup, je me considère toujours comme vierge, dans le sens où en fait, ça a rien changé à mon inexpérience, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si je me retrouvais de nouveau face à cette fille-là, ou face à une autre, face à un mec, peu importe, je serais toujours dans le même état de virginité. Du coup, je pourrais peut-être dire que c'est un état de... que la virginité, c'est finalement un état de... où le corps est pas où le corps ne suit pas ce que la tête veut, en fait. Ou genre, c'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir de la libido, avoir très envie, mais en fait, sur le moment, le fait de ne pas connaître la personne, parce que du coup, à chaque fois, 2 fois, je me suis retrouvée dans cette situation comme ça, m'empêche de juste la toucher, l'embrasser, tout ça. Du coup, c'est... du coup, pour moi, c'est ça, c'est finalement le décalage entre ce que ma tête veut et ce que mon corps, finalement, ne peut pas, en fait. Et du coup, c'est une composante importante de ton identité, d'être vierge ou d'être abstinente. C'est quelque chose que tu penses qui définit ta personnalité, qui définit ta vie, ou c'est juste un détail? Je pense que moi, je en donne quand même vachement d'importance. C'est-à-dire que je pense que je donne vachement d'importance à ça aussi quand j'ai des conversations avec mes potes. C'est un truc que je remets souvent sur la table. Ouais, non, je pense que c'est une partie importante de moi. Mais aussi parce que je ressens un manque qui est lié à mon appétit sexuel. Enfin, j'ai aussi des amies qui sont asexuelles, qui sont vierges, mais comme elles n'ont pas de désir sexuel, en tout cas beaucoup moins que moi, elles le vivent pas de la même manière et elles s'en foutent un peu plus, quoi. Ouais, du coup, l'épisode précédent, l'épisode 20, publié donc au mois d'avril, j'ai invité Aline Laurent-Maillard,
pour parler d'asexualité. Donc elle est asexuelle et par exemple, elle ne se définit pas comme vierge. Donc comme tu dis, c'est des identités différentes. Là, je fais 2 épisodes de suite, un sur la sexualité, un sur la virginité, mais c'est pas la même chose. Et du coup, ce que tu dis, c'est que tu vis ton célibat différemment, parce qu'on est dans sologamie, tu vis ton célibat différemment par rapport à d'autres personnes célibataires, comme moi par exemple, qui ont peut-être de temps en temps une sexualité partagée. Toi, ton célibat, il est différent du mien. Oui, du coup, oui, comme je suis abstinente en plus. Oui. Et donc c'est plus dur pour toi de le vivre. Enfin, c'est ce que tu disais au début de l'épisode, c'est que ça t'a pris plus de temps d'être heureuse là-dedans à cause de l'abstinence. Oui, c'est ça, ouais, ça m'a pris plus de temps d'être heureuse là-dedans. Après, je pense que j'ai aussi une période où j'arrivais pas, j'étais un peu dans un tunnel et où j'arrivais pas, à trop voir le positif et tout ça, quoi. Et maintenant, j'en suis sortie et j'arrive à être plus épanouie toute seule, quoi. Oui, parce que du coup, moi, je peux, si j'ai vraiment envie de tendresse, entre guillemets, avoir un coup d'un soir, ça peut arriver, même si je pense qu'on a besoin de tendresse tous les jours. Et à ton avis, pourquoi cette absence de sexualité, elle est si taboue en France, même en Allemagne, du coup, pourquoi si peu de personnes en parlent ouvertement? Et je pense qu'il y a vraiment une honte sur le fait de pas coucher, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une honte qui pèse sur le fait de pas coucher. Après, je pense que ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel t'es, mais en tout cas, moi, dans l'environnement dans lequel je suis, même s'il n'y a pas de pression pour coucher, il y a quand même un attendu qui est que c'est la norme, en fait. D'avoir des rapports sexuels avec des gens, ou d'avoir des coups d'un soir, ou d'être en couple. Et du coup, quand t'appartiens pas à cette norme-là, du coup, t'existes pas trop, quoi. Enfin, juste les gens n'y pensent pas, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un impensé de l'abstinence et de la virginité. Et c'est pour ça que j'étais aussi hyper contente, j'assiste beaucoup, hein, mais c'est pour ça que j'étais hyper contente de lire le livre d'Emmanuel Richard, parce que pour moi, ça comblait vraiment un manque, justement. Puis après, pourquoi c'est si tabou je pense parce que les gens qui sont vierges comme moi ne saoutent pas, quoi. En vrai, franchement, je pense que c'est ça. T'as dit quoi? Parce que les gens quoi? Parce que je pense que c'est aussi parce que les personnes vierges comme moi ne saoutent pas. Mais pourquoi elles saoutent pas, du coup? C'est parce que, comme tu dis, il y a une honte et un tabou social, quoi. Ouais. Et après, j'aimerais bien connaître des statistiques sur les garçons. Je sais pas si eux en parlent plus facilement ou pas. Parce que j'imagine que quand t'es un mec, tu dois avoir encore plus de pression à le faire et tout, que quand t'es une fille. Ouais, et puis du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lutte. Enfin, contrairement au mouvement LGBTQIA+, où il y a des luttes sociales vraiment et où c'est un enjeu politique de s'outer, de faire son coming out. Dans le domaine de l'abstinence ou de la virginité, ça fait même pas vraiment partie du sigle LGBTQ. Et du coup, il n'y a pas vraiment de lutte autour de ça. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait être vierge avant de se marier. Et c'était la sexualité qui était taboue, surtout la sexualité des femmes. Donc, je trouve ça bizarre qu'avec la révolution des années 70, maintenant, on soit dans cette norme à avoir des coups d'un soir, en tout cas dans les grandes villes et pour les personnes qui nous ressemblent. Et que les personnes qui ne couchent pas sont obligées de se cacher. Je trouve ça chelou. Oui, c'est ça. Bon, après, je suis d'accord avec toi. Après, c'est pas non plus une oppression. Enfin, je veux dire, personne n'est tué parce que t'es jamais tué parce que t'es vierge. Mais oui, je suis d'accord. Et après, moi, il y a aussi une norme qui m'agace vachement. C'est ce truc que on perdrait tous sa virginité à l'adolescence. On serait tous en couple à l'adolescence. Et moi, déjà, j'étais un peu une intello. Et dans ma classe, il y avait genre 2 couples maximum. Et en fait, dans ma classe, j'ai passé vraiment mon lycée à être amoureuse d'absolument personne, à avoir pratiquement personne qui me plaisait. Et en fait, je pense que c'est le cas de plein de gens. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens qui perdent leur virginité à 19-20 ans ou plus tard. Et sauf qu'en fait, on n'en parle pas trop. Et en fait, dans les teen movies notamment, ou même dans l'image populaire qu'on a de la première fois, on représente toujours ça entre ados de 16-17 ans. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens pour que ça arrive vachement plus tard. Et c'est pas non plus quelque chose qui est représenté, en fait. Dans la pop culture, en tout cas, j'ai l'impression que, tu vois, on n'en parle pas, quoi. Des adultes qui, en fait, font leur première fois. Mais... Oui, des adultes qui font leur première fois. Ce que tu dis est hyper intéressant. Et ce que tu as dit aussi, c'est que personne n'est tué parce qu'il ou elle est vierge. Mais du coup, est-ce que toi, dans ta vie... Enfin, s'il y a quand même une sorte de tabou, est-ce que toi, quand t'as dit aux personnes que t'étais vierge ou abstinente, est-ce que t'as des personnes qui... T'as subi des critiques, des discriminations, je sais pas, des gens qui
qui t'ont shamé pour ça quand même? Alors non, jamais. Par contre, les gens sont curieux, c'est-à-dire que les gens veulent savoir pourquoi. Et en fait, moi, j'associe un peu les gens qui veulent savoir pourquoi t'es vierge aux gens qui veulent savoir pourquoi t'es homo, tu vois. Genre, s'il y avait une raison, tu sais. Et moi, c'est un peu le truc, c'est que moi, ma virginité, c'est un peu du hasard aussi. Bon, c'est aussi que je peux pas avoir de coups d'un soir. J'ai déjà dit, j'ai des potes qui ont pu avoir des coups d'un soir et qui l'ont fait comme ça. J'ai eu plein de témoignages où c'était fait comme ça. Bon, moi, j'ai pas cette capacité-là, hein, sinon j'en profiterais. Mais ouais, du coup, il y a pas de raison particulière, mais les gens s'imaginent souvent que ça cache un truc, quoi. Et ouais. Alors qu'en fait, ça cache rien du tout, quoi. C'est juste la vie, en fait. Et du coup, tu vois comment ton avenir maintenant, t'assumes et t'es ok avec ça, ou t'essayes plein de trucs pour changer, Ben, j'ai essayé Tinder pendant un temps, mais ça faisait trop les montagnes russes émotionnelles. C'est trop difficile. En plus, je préférais avoir des matchs avec des meufs. Et en fait, c'est genre hyper compliqué. Parce qu'après, le problème des mecs aussi, c'est que, en fait, j'avais pas trop envie de me taper avec les mecs une espèce de charge mentale pour savoir s'ils allaient être féministes, déconstruits, tout ça, faire des maxis et tout. Mais le problème des filles, c'est que de base, notamment sur Tinder, je trouve que c'est quand même difficile d'avoir des matchs, des réponses et tout. Et du coup, j'ai arrêté parce que ça crée trop chez moi un ascenseur émotionnel. Après, sinon, j'ai eu des crushs dans la vraie vie, mais à chaque fois, c'est des personnes qui n'étaient pas intéressées par moi non plus. Donc du coup maintenant je suis plus dans une période où en fait j'essaie pas de changer. Et d'un autre côté je sais pas quoi en penser non plus parce que en fait d'un autre côté si t'as trop d'attentes et que ça arrive pas, ben ça renforce la déception. Mais d'un autre côté si je reste dans ma bulle et que je sors pas de chez moi, je vais pas rencontrer une nouvelle personne non plus, quoi. Après il y a quand même une pandémie qui je pense n'a pas énormément aidé. Il y a aussi je pense le fait de vivre à Berlin qui fait que la culture allemande est quand même assez différente, dans le sens où bon il y a un mythe qui n'en est pas forcément un qui dit que en Allemagne les mecs ne draguent pas. En fait ce qui est un peu vrai quand même là-dedans, c'est que les Allemands ont plus de distance les uns envers les autres. Du coup pour avoir des relations amicales avec des personnes en Allemagne ou même pour aborder quelqu'un en Allemagne, ça met généralement plus de temps, tu vois. Genre je suis déjà allée à une fête en Allemagne et j'étais choquée que les gens restent qu'avec des personnes qu'ils connaissent, tu vois. J'ai l'impression qu'en France, dans un contexte de fête, t'irais plus les uns vers les autres. T'aborderais plus facilement, je sais pas, dans un queue des chats, t'abordes quelqu'un. En Allemagne, en fait, ça se fait pas trop, quoi. Les gens, ils tiennent un peu à leur bulle de privacy. Du coup, je pense que il y a aussi un peu cette barrière culturelle là qui fait que c'est pas forcément évident, quoi. Oui, donc on ne peut pas lire l'avenir de ce qui va se passer. Voilà, c'est ça en fait. Du coup, je peux pas, moi-même, je sais pas. En fait, c'est trop bizarre parce que genre j'ai bientôt 25 ans, genre en mai j'aurai 25 ans, et en fait, à chaque année qui passe, il y a genre vraiment une voix dans ma tête qui me dit ah, c'est un an de plus. Et en fait, genre à chaque année qui passe, je suis toujours quand même ce serait pour l'année prochaine, en fait l'année passe et finalement non. Et du coup, je pense que j'essaie un peu de faire taire la voix dans ma tête, mais elle est quand même là, quoi. C'est difficile de se dire j'ai pas envie que ce soit un objectif parce que j'ai pas envie de me faire violence, mais en même temps t'as pas envie de te dire d'assumer d'être vierge et que ça dure possiblement toute ta vie, en fait. Ça me terrifie, en fait. Ouais. Enfin, je pense que si ça a duré toute ma vie, je pense que je finirais par je sais pas par ne plus exister, parce qu'au bout d'un moment c'est quand même plus possible, quoi. Par rapport à la tendresse, en fait, par rapport au fait que t'as besoin de contact. Oui, parce que du coup je pense qu'il y a autant de personnes vierges, enfin il y a vraiment totalement des perceptions différentes. Là, c'est juste toi, ta perception. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas de libido, qui n'ont pas envie de... Ou alors, on peut faire des câlins et avoir de la tendresse sans faire du sexe, tu vois. Mais dans la société dans laquelle on vit, c'est vrai que c'est difficile de faire des câlins aux gens tout le temps si on sort pas avec. C'est pas un truc... Et du coup, je me demandais, là, il va y avoir quand même, je pense, pas mal de personnes qui vont écouter l'épisode qui se définissent peut-être comme vierges aussi. Est-ce que toi, t'as réfléchi à quelque chose que tu voulais leur dire ou, je sais pas, est-ce que... Je pense que ton discours, il est rare dans les médias ou dans les podcasts, donc est-ce que t'aurais un truc que t'aimerais leur dire ou pas? En fait, j'ai trop envie de dire un truc auquel moi-même je crois pas, mais j'ai trop envie de dire que ça finira par arriver un jour, voilà. mais oui, non, oui, voilà, ça
ça finira par arriver en vous. Mais surtout, genre, essayer de trouver votre propre source de bonheur. Enfin, moi, j'ai quand même la chance que je fais des études cool et je sais que j'aurai un métier cool. Mhm. Et je pense que c'est quand même bien d'avoir un... Enfin, je pense que quand t'es célibataire de manière générale, c'est bien d'avoir un bon cercle d'amis. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment ça qui me permet de pas trop chuter. Parce qu'après, au-delà du manque d'intimité physique, il y a aussi le manque un peu d'intimité psychique. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, tu tombes sur un truc trop cool, t'as trop envie de le raconter. Et puis, en fait, tu te rends compte que t'as personne là immédiatement avec qui le partager, en fait. Ouais. Donc, c'est aussi, parfois, je vois, t'as plein de pensées dans ta tête et puis t'es là, ah bah merde. Mais ouais, non, ça finira bien par arriver. Et puis après, parlez-en autour de vous si vous le sentez. Et ouais, non, enfin, n'ayez pas honte parce qu'il n'y a pas de honte à avoir, quoi. Mais après, aux personnes qui le sont pas, j'aimerais bien leur dire juste, si quelqu'un vous le dit, évitez d'être étonné ou surpris. Genre, je pense qu'il faut se mettre à considérer que c'est un truc normal et qu'en fait les jeunes font l'amour de plus en plus tard aussi. Je pense que c'est aussi un peu un truc de phénomène de société. Enfin, genre au Japon par exemple, il y a énormément de personnes qui sont vierges à encore 30 ans, quoi. Et ouais, le fait de normaliser ça, quoi. Oui, c'est ça que j'aurais dû te demander, c'est qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes qui le sont pas, parce qu'en fait, les personnes qui sont vierges, elles ont pas forcément besoin de conseils, je pense. Par contre, effectivement, se dire que si quelqu'un nous dit qu'elle a jamais fait l'amour, ne pas être étonné, je pense que c'est un bon conseil, car moi-même, je me mets dans la situation, dans ma tête, et je me dis, si quelqu'un de mon âge me disait ça, je serais en mode, ah bon? Mais tu vois, c'est trop marrant parce que, en fait, quand je repense à moi quand j'étais ado, genre, moi quand j'étais ado, genre quand j'avais 15 ans, genre je voulais trop coucher. Enfin, j'avais évidemment personne avec qui le faire et j'étais pas prête à cet âge-là. Mais je ne pouvais pas m'imaginer une seule seconde être toujours vierge à 24 ans, quoi. C'était genre vraiment de l'ordre de l'impensé. Et en fait, maintenant que je suis toujours, je me dis, bon, ben, tu vois, ça, enfin, je me dis, bon, ça va, je vais bien quand même, en fait. Mais ouais, je pense qu'il faut aussi changer la norme, un peu la norme sociale et dire aux ados que, en fait, enfin, il y a plein de gens qui le font après 20 ans et que c'est pas tard. Enfin, moi, tu vois, ce qui me fait un peu mal aussi, c'est les gens qui ont 20 ans et qui me disent qu'ils ont fait la première fois super tard parce qu'ils l'ont fait à 19 ans et demi, tu vois. Et moi, quand on est 24, je suis là, bah non, en fait, à 19 ans et demi, moi, je trouve pas ça tard. Et ouais, arrêter de considérer qu'après 17 ans, c'est tard, quoi. Ouais, et puis comme tu dis, c'est vraiment dédramatiser le sexe en mode dans la culture, en fait. Dans les représentations, dans les séries. Pourquoi on voit pas des personnages qui sont vierges et pour lesquels c'est pas un sujet, ou juste des personnes qui réagissent à cette annonce sans dire qu'elles sont étonnées. Enfin, c'est vraiment que des représentations. Et moi, je me rappelle que quand j'avais justement 20 ans, j'étais à Sciences Po et j'avais une amie. Elle avait jamais eu de copain, elle était hétéro, elle avait jamais eu de copain, elle avait jamais fait l'amour. Et en soirée, quand elle était bourrée, elle se mettait à chialer. Elle faisait des crises d'angoisse où elle nous disait mais j'ai jamais eu de copain, j'ai jamais fait l'amour, j'y arriverai jamais, je suis trop nulle, alors qu'elle avait 20 ans, tu vois. Mais franchement, je comprends très bien le fait de crises d'angoisse. Moi, j'ai des moments où j'en pleure. Je pense que je pleure plus de solitude, en fait, que c'est plus un truc de ouais, j'ai besoin d'évacuer le fait d'être seule et du coup je pleure. Je pense que c'est un peu ça, mais je comprends vraiment le fait d'en pleurer, vraiment. Je pense qu'il y a un... Enfin, moi franchement, je suis pas... Enfin, je veux dire, je voulais aussi témoigner, mais... Enfin, genre... Je pense que mon témoignage est positif, mais d'un côté... Enfin... je suis pas non plus ultra méga épanouie en étant vierge, quoi. Enfin, genre, je pense qu'il y a plus Enfin, je pense qu'il y a forcément des gens vierges qui sont... Enfin, qui le vivent probablement mieux, quoi. Donc moi, honnêtement, franchement, je le vis pas forcément ultra bien et je peux très bien comprendre qu'on peut pleurer à cause de ça. Ça m'est déjà arrivé parfois d'avoir des gros coups de cafard, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire oui, non, mais en fait, sologamie, parce qu'au début du podcast, je dis pour les célibataires qui n'ont besoin de personne, et les gens ont peut-être parfois l'impression que moi, en tant que célibataire, je suis heureuse. Et en fait, on peut toujours dire qu'il y a des gens plus épanouis que nous, et je pense que les gens qui sont vraiment heureux et sereins dans leur vie sont assez rares sur Terre. Et en fait, enfin, dans sologamie, je veux pas qu'il y ait des gens qui viennent et qui disent tout est parfait, je suis super heureuse, je me sens jamais seule, parce que je pense que le célibat, dans cette société qui n'accepte pas les célibataires, ça ne rend pas heureux, en fait. On peut pas être serein et heureux dans cette société où on doit vivre tout seul dans nos appartements et faire des câlins à une peluche. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment une société basée sur le couple et c'est ça le problème. Et donc, on peut essayer en tant que célibataire de faire changer tout ce qu'on veut tant que dans la culture, en fait, tout le monde
ne cherchent qu'en permanence dans les romans, dans la musique, dans les séries à se mettre en couple. Et tant que ce qui rend heureux les gens, c'est le couple, en fait, nous, en tant que célibataires, on sera toujours des anomalies. Et les personnes qui disent qu'elles sont heureuses, ce sera toujours des grandes gueules célibataires qui, je sais pas, ont plein de sous et ont des moyens d'être entourées, tu vois. Mais la plupart, on est tous en galère, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, en galère affective. Enfin, moi, je suis en carence affective et c'est ça qui est difficile à gérer. Après, genre juste deux choses. Genre, déjà, en termes de représentation cool de la virginité, il y a genre Nordin Ganso. Je sais plus s'il est toujours vierge actuellement, mais c'est un humoriste qui a fait son coming out vierge. Et franchement, moi, ça m'a fait vachement du bien l'entendre. Il a genre, je sais pas, je crois 25 ans, quelque chose comme ça. 25-26. Et il en avait parlé sur Arte à un moment, sur Instagram. Du coup, voilà, je trouve que c'est hyper cool qu'il se soit outé là-dessus, surtout que c'est un mec. Et qu'on a quand même vachement... En fait, la virginité, c'est genre... Généralement, elle s'est représentée uniquement comme des mecs de 40 ans qui sont coincés du cul et qui osent pas aller vers les femmes, quoi. Et c'est la seule représentation qu'on a. En fait, on a vraiment une représentation... Enfin, les femmes sont complètement invisibles. Et ensuite, on a une représentation des vierges comme des puceaux qui, je sais pas, qui se douchent jamais, qui mangent que de la pizza, quoi. Enfin, bon, il serait quand même peut-être un peu temps d'en changer. et après, un autre truc. Attends. Et il s'appelle comment ? J'ai pas retenu, je connais pas cette part. Nordin Ganso, c'est un humoriste. Ok, bah, je ne sais pas comment ça s'écrit, mais je vais chercher. Je le mettrai en référence du podcast. Et ensuite, je vais dire un autre truc que j'ai donc perdu. Donc je ne sais plus. Bah, le temps que tu réfléchis, je voulais juste finir sur mon amie donc, qui faisait des crises d'angoisse et maintenant elle a mon âge, peut-être elle a 28 ans et elle va se marier et elle a un enfant. Ah, trop bien. Et elle a un mec depuis des années et moi je suis célibataire. Donc comme quoi, en fait, c'est pas un message pour dire ça va arriver, c'est pas le message qu'on veut porter ici, mais juste en fait la vie fait que tout change. La roue tourne. Et je ne l'envie pas du tout par ailleurs, mais c'est parce que je ne veux pas d'enfant. D'accord. Ok. Tu te rappelles ce que tu voulais dire ou pas ? Non, franchement. Tu voulais pas. En fait, j'avais parlé, puis après t'as dit par rapport aux représentations, t'as cité cette humoriste qui s'appelle Nordine quelque chose. Ah oui, non, si oui non, oui non, mais c'était par rapport, oui non, parce que tu disais que le couple était omniprésent. Et moi, c'est un truc que je constate aussi quand même vachement dans les milieux LGBT. Genre par exemple le fait de tout le temps parler de l'hétérosexualité. En fait, pour moi, ça me ramène quand même toujours au fait que je suis pas en couple. Hein. Et du coup, oui, enfin. Après, c'est juste, moi et ma frustration personnelle, mais c'est vrai que je sais pas si toi aussi tu le vis en tant que célibataire. Et moi, il y a vraiment des moments où je peux pas lire des articles qui parlent de sexe, lire des articles qui parlent de couple. Il y a plein de sites internet où sans cesse ce qui s'adresse aux femmes en couple en fait, ou aux meufs qui ont des plans cul. Et moi, je peux pas lire des choses comme ça. Du coup, toute la presse féminine, tout ça, c'est un truc que je lis plus du tout. Mais en fait, j'ai l'impression que ce que je traverse, ça rejoint un peu ce que dit Emmanuelle Richard dans son livre Les abstinents, les corps abstinents. Elle avait une phrase où elle écrivait que la tendresse des autres lui devient pornographique. Et peut-être que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est que je peux plus... même quand quelqu'un mentionne qu'il est en couple, il y a un truc qui tombe dans ma poitrine en mode « Ah putain, quoi ». Ouais, c'est comme quand je vois des couples dans la rue, ça me saoule. Ouais, c'est ça, quoi. Je leur souhaite le malheur suprême de se séparer. Moi, franchement, je me suis déjà réjouie secrètement pour des potes qui venaient se séparer, quoi. Enfin, c'est horrible, mais je me suis déjà dit « Ah, maintenant, on est dans le même bateau, quoi ». Ouais, non, mais ça, je pense que c'est tout le monde, t'inquiète. Tu n'es pas seule. Bon, du coup, pour finir l'épisode, j'ai 2 questions. Déjà, j'aime bien dire aux auditeuristes comment on se connaît. Donc, je voulais savoir comment on se connaît. Comment on en est venu à faire cet épisode, si tu veux raconter aux auditeuristes. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le fait que tu parles des célibataires dans ton podcast, Sologamy. Mais comment t'as connu le podcast ? En fait, j'ai écouté un épisode sur Slate de Lucille Bellan qui parlait de ton podcast ou qui t'interviewait, je crois que c'était ça. Ou d'une autre personne, je sais plus. C'est genre de... du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai écouté ton podcast. Et du coup, je t'ai contacté pour parler de la virginité parce que je trouve que c'est important d'en parler. Et je trouve que c'est hyper cool que tu fasses un podcast justement qui parle des célibataires.
Enfin, j'ai écouté plusieurs épisodes et franchement, c'est trop chouette de donner la parole à des gens célibes et de nous faire une place sur l'internet. Cool. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose, parler, je sais pas, t'as déjà recommandé le livre d'Emmanuel Richard qui s'appelle Les corps abstinents que je mettrai en référence, mais si jamais t'as un truc à ajouter pour les auditorices, une idée, une communauté, un conseil, tu peux dire ce que tu veux. Si t'as rien à ajouter, c'est ok aussi. Ah, c'est un truc qui me vient maintenant, mais je pense que l'avantage de pas avoir été en couple tard, jusque tard, c'est de quand même pouvoir bien se connaître soi-même et de pouvoir apprécier sa compagnie et c'est quand même un sacré cadeau, je pense. Et une fois, j'ai une amie qui m'a dit un truc qui m'a fait vachement bien. Je lui ai expliqué justement que j'étais vierge parce qu'en fait, j'avais pas, en gros, enfin que j'étais vierge. Enfin, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait cherché des relations pour être validée. Et moi, je lui ai expliqué que justement, de peur de pas être validée, pendant longtemps, j'avais pas cherché des relations et j'avais pensé que je pouvais pas plaire. Et elle m'avait dit que c'était trop cool en fait que maintenant je puisse me valider moi-même. Et du coup, je pense que c'est quand même ça qu'on peut apprendre à faire quand on est célibataire après 20 ans, quoi. C'est de d'abord s'aimer soi-même, quoi. Et genre dans le podcast précédent que j'ai écouté là, je sais plus son nom, mais il y avait une femme qui disait un truc hyper intéressant qui disait que quand on était en couple, le chemin vers soi était plus long. Et du coup, bref, hein, c'était juste que du coup, je me dis que quand on est célibataire, finalement, le chemin vers soi est plus court. Mais tu parles de quel podcast? Celui de Lucille Bélan? Non, le tien, tu podcast. Dans un de mes podcasts, quelqu'un a dit ça? Oui. D'accord. Bah, je ne sais pas lequel, mais quelqu'un a dit que quand on est en couple, le chemin vers soi est plus long, c'est ça? Oui. Ok. D'accord, je ne me rappelle même pas de quel épisode. C'est celui sur la dame, j'ai pas retenu son prénom, mais c'est celui sur la femme qui veut pas avoir d'enfant et qui est en couple. Sur le non-désir d'enfant? Oui. Ah ok, bah c'était avec Tsipora Sidibé, je pense. Tsipora Sidibé, c'est ça. Ok, bah je vais noter ça aussi, épisode. Pour les personnes qui n'ont pas écouté, je vais mettre la référence en note du podcast si vous voulez écouter l'épisode sur le non-désir d'enfant avec Tsipora Sidibé. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Quand je fais mon tour de France à pied, des fois je marche, et je me parle à moi-même à voix haute. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ça. Et à la fin de la journée, je me dis, oh là là, vraiment ma compagnie est tellement agréable. Je m'entends tellement bien avec moi-même. Mais vraiment, je suis ma meilleure amie. J'adore être avec moi-même et je m'éclate trop et je ne m'ennuie jamais. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui se parlent à eux-mêmes, mais se dire ça, assumer de se dire je suis ma meilleure amie, je m'éclate avec moi-même et je trouve que je suis une personne agréable, tu vois, je pense que c'est pas mal. Ouais, mais c'est vrai complètement. C'est comme le fait de se faire des blagues à soi-même et t'es la seule à les comprendre mais tu te trouves drôle. se péter des barres toute seule, avoir un fou rire dans la rue. Des fois j'ai un fou rire, je sais pas pourquoi, je suis en train de penser à un truc drôle. Ok, bah merci Anna, on arrête de discuter pour aujourd'hui. Chère auditorice, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous aussi vous définissez comme vierge ou abstinent, abstinente? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous souffrez du tabou, de la stigmatisation autour de ces statuts? Quelles sont vos idées ou initiatives pour faire changer la société, la culture à ce propos? Vous pouvez m'écrire comme d'habitude pour me répondre. Mon pseudo c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez suivre le podcast Sologamy sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Voilà, si vous avez aimé ce 21e épisode et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à lui mettre le maximum d'étoiles sur votre application. Et puis, vous pouvez participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail de journaliste. Vous pouvez donner 3 €, 5 € ou 10 € par mois, par exemple, et vous rémunérerez la production de mes épisodes de cette façon. Aujourd'hui, je tiens à remercier David, Emery, Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon et Elsa pour leurs dons, dont certaines sont venues dans Sologamy d'ailleurs. Je mets le lien, comme d'habitude, de ma cagnotte Tipeee dans la description de l'épisode. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le 3e mercredi de chaque mois. Donc, ma newsletter, elle a repris le mois dernier. Voilà, c'est le moment de vous abonner. Je mets le lien d'inscription
dans les notes du podcast. C'est gratuit. Et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre, dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Voilà, merci à tout le monde et au mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle personne. Au revoir Anna. Au revoir Marie, merci beaucoup. Merci. Falling from the sky.